juste une remarque en passant, bien sûr, avant de poursuivre là. Vous voyez que cette équation-là, si vous êtes dans une carte où les coefficients de la connexion sont nuls, évidemment, cette équation devient x de point k égale 0, c'est-à-dire xk égale ak lambda plus bk. Et ça, c'est une droite au sens ordinaire, enfin habituel, je dirais. Hein. D'accord. Si les gammas sont nuls, on retrouve que l'équation d'une droite, c'est les coordonnées croissent linéairement avec le paramètre. Enfin, d'une droite. Enfin, disons, ça donne une droite. Voilà. Bref. OK. Alors. Mais par contre, oui, si vous êtes en coordonnées polaires, par exemple, bah, ici, vous avez un gamma. Enfin, vous avez. Ça donnerait R de point, si vous prenez la coordonnée R, ça donnerait R de point. Bah là, il faut mettre les valeurs en question, mais ça doit faire du moins R θ point carré égale 0 pour l'équation en R. Et puis pour l'équation en θ, vous avez, il faut regarder, ça va peut-être être du 2 sur R, R point carré, un truc comme ça. Enfin, il faut regarder je vous les ai donné, les coefficients de la connexion en polaire. Vous remplacez là-dedans et vous allez avoir une autre, l'équation sur les coordonnées correspondant à une droite, à une courbe autoparallèlement transportée. OK. Alors, on a vu le transport parallèle, on a vu les droites. Je vais maintenant faire une remarque. Enfin, on va analyser ce qu'on pourrait appeler le contenu, je vais peut-être noter comme ça, le contenu tensoriel de la connexion. Alors, je mets des guillemets peut-être à contenu tensoriel. Ce qu'on a vu donc, c'est que la connexion est donnée dans une carte donnée par les coefficients de la connexion. Et ça, bien qu'il y ait des indices en haut, en bas qui font penser à un tenseur, on a vraiment insisté dessus, ce n'est pas un tenseur. Donc la connexion est donnée en termes via des informations qui ne sont pas de nature tensorielle. Néanmoins, il y a dans ces données-là des informations tensorielles et c'est une propriété importante que de toute connexion, on peut extraire deux tenseurs particuliers qu'on peut toujours extraire de n'importe quelle connexion. Donc on peut former deux tenseurs à partir des gammas. De manière générale, deux tenseurs importants. Un tenseur de rang 1, 2, qui s'appelle la torsion, et un tenseur de rang 1, 3, qui s'appelle la courbure, pour être plus précis, la courbure de Riemann. Je vais le noter T, celui-là, je vais le noter R, celui-là. Donc vous allez voir, donc je vais donner leur définition, et on va montrer que c'est bien des tenseurs. Peut-être pas montrer tout en détail, mais... Monsieur, oui. Si on fixe I et J et qu'on s'occupe juste de varier K comme si c'était une composante, est-ce que du coup, il faut considérer ça comme un vecteur? Gamma? Est-ce que vous écriviez gamma flèche? Oui. Oui,
ça, c'est un vecteur. On a vu, effectivement, c'est ça. Ça, c'est un vecteur, en effet. Mais ces coefficients ne sont pas... enfin, voilà, ne forment pas un tenseur, mais on peut, de manière très générale, former un tenseur de torsion, un tenseur de rang 1,2, et un tenseur de courbure de rang 1,3. Alors, commençons par le tenseur de torsion. Alors, donc, c'est un tenseur de rang 1,2, donc il prend une forme linéaire, et, enfin un champ de covecteurs et deux champs de vecteurs, oméga xy, et ça donne, un nombre en chaque point, donc ça donne une fonction sur la variété, qui est définie comme ceci. Oméga, donc nabla y dans la direction x, moins, dérivée covariante de x dans la direction y, moins le crochet de Lie, le commutateur, vous l'appelez comme vous voulez, de x et de y. Alors, il faut que je définisse ce crochet-là, où xy est le champ de vecteurs défini par, je vais me mettre là-haut, donc, alors comment on définit un vecteur? Par son action sur les fonctions, d'accord? Donc xy appliqué à f, où f est une fonction, c'est infini de m, est égal à, alors c'est le commutateur, comme vous y êtes habitué avec les opérateurs en physique quantique, hein, x virgule y, c'est xy moins yx. Mais il faut faire attention à qu'est-ce qui agit sur quoi, parce que si j'écris xy, ça ne veut rien dire. Un vecteur, il n'agit pas sur les vecteurs. Un vecteur, ça agit sur une fonction. Donc l'idée, c'est que vous faites agir y sur f, et ça vous fait une fonction. C'est une nouvelle fonction, puisque y, c'est un champ de vecteurs, hein, ce n'est pas juste un vecteur en un point, c'est un champ de vecteurs. En chaque point, il y a donc un vecteur qui agit sur une fonction qui donne sa dérivée dans la direction du vecteur. Et donc en chaque point, ceci produit un nombre, donc ceci est une fonction. Elle-même, c'est infini si le champ de vecteur est infini. Et du coup, vous pouvez faire agir x dessus. Donc c'est x agissant sur le produit de l'action de y sur f, moins y agissant sur le produit de l'action de x sur f. Voilà, ça. Okay. Donc vous faites agir y, puis x, moins vous faites agir x, puis y. Donc c'est xy moins yx si vous voulez, mais voilà la définition de cet objet. Alors j'ai dit que c'était un champ de vecteurs, encore faut-il le montrer. Ce qui est sûr, c'est que ça prend une fonction et ça fait une fonction. C'est-à-dire en chaque point, ça fait un nombre. OK. Mais il ne suffit pas de ça pour faire un champ de vecteurs. Enfin, même pour faire un vecteur en un point. Un vecteur, c'est une dérivée, c'est un opérateur de dérivation du premier ordre. En particulier, ça obéit à la règle de Leibniz. Oui, à la règle de Leibniz. C'est-à-dire que si je fais xy appliqué à fg, ça doit faire xy appliqué à f fois g, plus f fois x virgule y appliqué à g. Sinon, je n'ai pas un vecteur ici. Un vecteur, c'est un opérateur différentiel du premier ordre. Alors, voyons que c'est bien le cas. Montrons que c'est bien le cas. Alors, je vais appliquer la définition. Donc ça, c'est x
appliqué à y de fg, et y de fg, alors y est un champ de vecteurs, donc y de fg, là Leibniz fonctionne, donc c'est y de f fois g, plus f fois y de g. Là, j'ai écrit le premier terme. Et puis, moins, j'aurais dû écrire plus petit, puis je vais le mettre là, moins, ah non, je vais le mettre là quand même, moins, donc, y appliqué à x de fg, c'est-à-dire x de fg plus f x appliqué à g. OK? Ça fait quoi? Ça fait... Et oui, il faut que je recommence ici maintenant. J'ai x, alors x est un champ vectoriel, en un point c'est un vecteur. Donc appliqué à une somme, bon la dérivée de la somme c'est la somme des dérivées, donc c'est x appliqué à ça, donc j'ai x appliqué à y de f, je vais le faire, je vais sauter une ligne, donc j'ai x appliqué à ça, ça fait x appliqué au premier fois g, plus, c'est pareil, hein, je refais Leibniz là-dessus, donc plus y de f fois x appliqué à g. Ça, c'est le premier là, qui est devenu deux termes ici, plus x appliqué à nouveau un produit. Donc c'est x appliqué à f fois y de g, plus f fois x appliqué à y de g. Donc ça fait plus x de f y de g plus f x appliqué à y de g. OK? Donc là, j'ai fait, à chaque fois, c'est Leibniz. Donc le premier terme, il est devenu 2, et là, les 2 sont devenus 4. Celui-là était devenu 2, maintenant ces 2 vont devenir 4 avec le signe moins devant. Alors moins quoi? Alors y appliqué à x de f, tout ça fois g, plus, alors plus donc moins, parce que j'ai un moins global, moins x de f appliqué à y de g, moins, alors maintenant les autres ici, moins y de f fois, j'ai dit appliqué, je voulais dire fois, hein, moins x de f fois y de g, moins y de f fois x de g, moins f fois y appliqué à x de g. Ouf, voilà les 8 termes, cette fois on y est. Et là, le miracle se produit. Ça et ça dégage. Y de f fois x de g. X de f fois y de g, ça dégage. Et il reste ça moins ça, ben, je mets g en facteur. Là, c'est une multiplication dans R, hein. Enfin, ou dans C infini de m, si vous voulez. Point par point, c'est une multiplication dans R. Donc ça fait x de y de f moins y de x de f, tout ça fois g, plus ces deux-là, f fois x de y de g moins y de x de g. Et là, on est très content, parce que ça, ce n'est rien d'autre que ce qui était annoncé, c'est-à-dire le crochet xy appliqué à f fois g, plus f fois le crochet xy appliqué à g. Et donc, on a bien l'opérateur x virgule y, qui est un opérateur de dérivation du premier ordre. La règle de Leibniz s'applique. Alors, vous pourriez vous dire, mais en fait,
je pourrais définir x fois y comme simplement x rond y. C'est-à-dire, donc, comme on fait habituellement, je sais pas, pour des opérateurs. Donc, je peux définir xy appliqué à f comme étant x appliqué à y de f. Oui, mais ça, c'est... Là, il y a une dérivation du premier ordre. Et là aussi, là-dedans, il y a des dérivés du second ordre en réalité. C'est-à-dire, si vous écrivez... Vous pouvez l'écrire xi d sur dxi appliqué à yj d sur dyj de f. Voilà ce que ça ferait, ça. Mais justement, Leibniz s'applique ici. Et donc, ça va vous faire xi dyj sur dxi de df sur dyj. Premier terme, enfin fois, hein, plus xi yj d2f sur dxi dyj. Voyez, si vous faites juste xy, vous avez ici, ok, c'est bien défini, hein, ça vous fait une fonction, ça vous fait une fonction, d'ailleurs je l'ai utilisé ici, enfin, cette partie-là est bien définie, vous pouvez faire ce produit. Simplement, vous avez un truc qui n'est pas un vecteur. Ce n'est pas parce que ça agit sur une fonction et que ça fait un nombre que c'est un vecteur. D'accord ? Il faut que ce soit un opérateur différentiel, il faut que ce soit la vitesse d'une courbe. C'est comme ça qu'on a introduit les vecteurs, donc il ne suffit pas, encore une fois, de prendre une fonction et d'en faire un nombre. Il faut le faire d'une façon qui corresponde à un opérateur de différentiel du premier ordre. Et vous voyez que ce qui pêche ici, ce sont ces dérivées secondes. Normal, vous avez une première dérivée et une deuxième dérivée. Donc ça ne marche pas. X fois y ou x rond y, ce n'est pas un champ de vecteurs. Enfin, ou en un point, ce n'est pas un vecteur. Mais ça pêche par un terme qui, si j'inverse x et y, ça commute, et là, les dérivées secondes commutent. Et donc, si je fais moins yx, là, maintenant, c'est un champ de vecteurs. J'ai tué les dérivées d'ordre 2, si vous voulez. Ça, c'est tel qu'on le voit dans les composantes. Sinon, formellement, on le voit ici. Voilà, ces termes-là, ils sont tués en prenant l'opposé. Et donc, on a bien la règle de Leibniz qui apparaît si on fait xy moins yx. Donc, voilà pourquoi... voilà d'où viennent ces commutateurs. Donc ça s'appelle aussi la dérivée de l'i de y par rapport à x. On verra ça plus tard quand on fera des symétries, etc. Mais donc, cet objet qui intervient dans la définition de la torsion, cet objet, est bien un champ de vecteurs. Quel champ de vecteurs? Celui-là. Alors, si vous voulez ces composantes, si vous voulez, c'est... donc, si vous faites le moins là-dedans, vous voyez qu'il a... Donc, si je fais x, y, f, vu dans une carte x, dans une carte petite x ici, ça va donner xi dyj sur dxi moins yi dx j, enfin, il faudrait que je fasse l'inverse. Sur des xi, d sur des pardon, d sur des yj, voilà, c'est ça, moins pareil avec donc y. Ok, KL sur des YK, D sur des XL. Enfin bref, voilà. Tout ça appliqué à F, donc ça vous donne un champ de vecteurs que vous pouvez calculer ses composantes. Hein. Mais essentiellement, donc, voilà son action, c'est ça. Voilà. Et c'est bien un champ de vecteurs. Ok, alors, ceci étant, il nous faut montrer que ça définit bien un tenseur. Hein. J'ai annoncé qu'à partir de la connexion qui apparaît ici, on peut faire un tenseur de rang 1-2 toujours, et bon, il s'appelle torsion. Il reste, donc ça c'est bien défini, j'ai défini ce que vous voulez dire ça. Reste à montrer maintenant que ceci est bien un tenseur.
Et pour montrer que c'est un tenseur, il faut montrer que c'est multilinéaire. Alors, pardon, c'est pas un tenseur, c'est un champ de tenseur. Donc il faut vérifier la multilinéarité, la C infinie linéarité dans chacune des slots ici. D'accord? Alors allons-y. Je laisse juste la définition. Je le fais vite et on ne fera pas après pour tout. Je vous laisserai faire éventuellement un exercice pour la courbure. Mais juste que vous voyez comment les choses se passent. Alors, considérons le premier slot. Ça, c'est très facile. Si je fais oméga 1 plus f fois oméga 2 ici, où f est une fonction c infini de 1, ce n'est pas juste une constante, ça peut être n'importe quelle fonction. Ça, x, y, ça, à l'évidence, ça va donner oméga 1 plus f oméga 2 de tout ça. Et donc, oui, c'est évidemment linéaire, ça fait oméga 1 de tout ça, plus f fois oméga 2 de tout ça. Donc ça, c'est OK. Voilà. Plus f fois, là, c'est une évidence, oméga 2 xy. Là où c'est un tout petit peu plus délicat, donc je vais le faire explicitement, c'est de regarder la C infinie linéarité, la C infinie de M linéarité, dans la deuxième slot, par exemple. Alors, pour la somme, c'est évident. Si je mets x1 plus x2 ici, je vais avoir nabla x1 plus x2. Ça, c'est linéaire dans cette slot-là, donc ça va bien faire nabla x1 plus nabla x2. Ici, ça c'est la dérivée de, si je fais la dérivée de x1 plus x2, ça fait x1, la dérivée de x1 plus la dérivée de x2. Et là, si j'ai x1 plus x2 y, ça me donne x1 plus x2 appliqué à y moins, tout ça fois f, il faudrait faire ça proprement, moins y appliqué à x1 plus x2 de f. Et ça, c'est évidemment, tout ça, c'est une fonction. Donc, x1 plus x2 appliqué à la fonction, c'est x1 appliqué à la fonction plus x2 appliqué à la fonction. Et ça, c'est pareil, ça, c'est x1 de f, x1 appliqué à f, plus x2 appliqué à f. Et y appliqué à une somme, c'est la somme de... Okay. Donc, c'est évidemment additif ici, dans la deuxième slot. Je l'ai fait en deux mots là. Ce qui est un tout petit peu plus délicat, donc on va l'écrire explicitement, c'est la C infinie linéarité, la C infinie de M linéarité ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la torsion appliquée à oméga et fx, y, où f est une fonction, donc c'est infini de m. OK? Alors, voyons ce que ça donne. C'est utile de le faire parce que, bon, d'abord, ça fait manipuler, c'est jamais mauvais, mais c'est là qu'on comprend pourquoi il est important d'ajouter ça, pour faire un tenseur. Alors, donc, t de oméga fx, y, alors, allons-y, donc ça fait oméga de nabla fx, ça c'est facile, c'est infini de m linéaire en bas, donc ça fait f nabla x, y, donc ça c'est ce qu'on veut, ça démarre bien, parce qu'après le f il pourra sortir du oméga aussi, donc ça ce sera très bien. Par contre les autres termes c'est un peu plus délicat, donc on a moins nabla y de fx, et là il y a Leibniz. Nabla y de fx, c'est nabla y de f x plus, donc moins, f nabla y x. Si vous voulez, le vert, c'est celui-là. Enfin, le vert avec le f, hein, bien sûr. OK. Et ensuite, il me reste le crochet de lit ici, donc moins, alors fx appliqué à y, fois y, plus, du coup, moins, plus,
Y. Alors en fait, je devrais mettre rond ici. Y rond fx. Alors là, il va falloir que je le traite à part. Je vais le traiter à part. C'est quasiment un TD qu'on fait là. C'est peut-être pas inutile. Je vais traiter ça fx, y. Pour voir ce que c'est, je vais l'appliquer à une fonction g. Et donc, je reprends ici. Ça fait fx appliqué à yg moins y appliqué à fx appliqué à g. OK. Et donc ça fait f fois x. OK, là, je n'ai rien d'autre à en faire. Moins. Alors, Leibniz ici, j'ai deux fonctions, j'ai f et x de g. Et donc, j'ai y de f, x de g, moins f, y, x de g. Alors, je prends du recul. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, ce terme-là, ça, c'est moins nabla y appliqué à f, c'est y de f. C'est une simple fonction, la dérivée. Donc ça, c'est y de f fois x. Donc si tout ça, je l'applique à g, ça va être ce terme-là. Ah oui, oui. Donc là, il y a le signe moins, mais en fait, donc, ici, j'ai un moins global ici. Hein. Donc ce y de f, x, donc avec le signe moins d'ici, ça va faire un plus ici qui va éliminer celui-là. On est content. OK. Et ensuite, ah ben vous voyez, j'ai fx en y appliqué à g avec le signe moins ici. Ha! Ah! Ah! Why? Non. Ah non, ça recommence. Aïe, aïe, aïe. Le nez au tableau, c'est une horreur. Alors, dites-moi, aidez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? F, donc, là, moins nabla. Donc, ça. Moins f nabla y de x. Ça, c'est bon. Et ensuite, moins fx y moins fx de y de g. Ah, mais oui! Ah non, 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 mais pardon. Tout ça, c'est ça. Oui, 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 oui. Non, 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 c'est fini, c'est fini. Non, non, tout va bien, tout va bien. Alors, ça explicite juste tout ça. D'accord? Donc, enfin, ça explicite tout ça. Donc, le seul truc, c'est qu'il fallait tuer ça. Ça, c'est tué par là. Donc, il reste oméga. Alors, je vais entourer en rouge ce qui reste. Donc, il reste lui, et lui. On est d'accord? Et là, il y a f fois quelque chose. F fois ça, moins f fois ça, moins f fois ça, plus f fois ça. Et donc, oméga, qui lui est un champ de covecteur
qui est linéaire, c'est infini linéaire. Donc, oméga de f fois le truc, c'est f fois tout le truc. Donc, j'ai plus qu'à écrire que ça, c'est f fois oméga de, donc, nabla xy moins nabla yx moins ça, donc x de x rond y moins y rond x moins ça. Ben, donc voilà, c'est ça. Donc tout va bien. Moins x, y. Tout ça appliqué à g, et donc c'est vrai quel que soit g. Et donc on a bien que le tenseur appliqué à oméga fx et y, c'est f fois ça, et ça c'est le tenseur appliqué à oméga x, y. Ok? Bon, tout va bien. Ok? Alors, on a donc montré que le tenseur était C infini de m linéaire dans la deuxième slot. Et dans la troisième slot, on pourrait faire pareil, mais on peut être encore plus astucieux et voir qu'en fait, le tenseur de torsion est antisymétrique par rapport à ces deux dernières slots. À l'évidence, si je change x en y, je change le signe de ça, et là aussi, je fais xy moins yx au lieu d'yx moins xy. Et donc, si c'est multilinéaire dans la première, c'est multilinéaire dans la deuxième, dans la deuxième, c'est multilinéaire dans la troisième, puisque c'est juste l'opposé. Donc, le tour est joué. OK? Et donc, on voit qu'on a fabriqué un tenseur uniquement à partir de la connexion. Donc, vous voyez qu'il y a besoin de retirer, d'enlever ça ici, parce que sinon, on ne peut pas se débarrasser de ce terme qui est précisément le terme problématique pour la multilinéarité. C'est qu'à cause de la règle de Leibniz, vous êtes obligé de dériver f. Et donc, c'est plus linéaire en f si ça vous fait sortir la dérivée de f. Mais ça aussi, ça fait sortir la dérivée de f, exactement ce qu'il faut pour compenser. Donc ça, c'est bien un tenseur. Alors, on me dirait comment ils ont fait pour y penser. Oui, bon, ils ont fait. En tout cas, voici un contenu tensoriel de la connexion. Donc j'insiste, ce n'est pas la torsion de la variété, c'est la torsion de la connexion. D'accord ? De la même façon, j'ai annoncé un tenseur de courbure de Riemann, tenseur de rang 1, 3. Je peux effacer, c'est bon ? Ou j'efface en bas. Je vais donner la définition de ce tenseur. Donc, tenseur de rang 1, 3, ça prend un champ de covecteur et 3 champs de vecteurs. De quelle façon? Donc, R de oméga, alors, on va faire Z, X, Y, égale, alors, oméga appliqué à quoi? Alors, en gros, ce tenseur de courbure, il caractérise en quelque sorte la non-commutativité des dérivées covariantes. Donc, vous avez nabla x, nabla y de z, moins nabla y, nabla x de z. Si vous faisiez ça, c'est juste donc comme pour la torsion. Hein. En fait, la torsion, c'était sur les dérivées premières. Vous avez la dérivée d'un champ de vecteurs par rapport à l'autre, moins de l'autre par rapport à l'un, d'accord? Mais ça, tout seul, ça ne ferait pas un champ de vecteurs, enfin un champ tensoriel. Vous avez besoin de corriger avec ça pour en faire un tenseur. Là, vous regardez la commutativité en quelque sorte des dérivées secondes, mais ça ne ferait pas un tenseur. Il faut retirer la dérivée covariante de z dans une autre direction, laquelle x, y. Voilà.
Donc on a vu que ça, c'était un champ de vecteurs. Tout va bien, tout ça est parfaitement défini. Alors de la même façon, il faut montrer, je vous laisse faire en exercice, que c'est bien C infini de M multilinéaire, donc C infini de M linéaire dans chaque slot. Alors pour oméga c'est évident, d'accord, mais pour les autres, non. Si je multiplie par exemple Z par F, bah, vous allez avoir ici, la règle de Leibniz, vous allez avoir une dérivée de f par rapport à y qui sort, puis par rapport à x. Ah oui, mais ça va être tué par la dérivée de f par rapport à y, puis par rapport à, par rapport à x, puis par rapport à y, etc. Et tout ça se goupille bien, et donc je vous laisse voir que c'est bien un tenseur. Ceci est le tenseur de Riemann, de rang 1, 3. Et vous voyez, ça caractérise en quelque sorte la non-commutativité des dérivées secondes. Si on avait des dérivées partielles, ça commute les dérivées partielles. Oui, mais ce n'est pas des dérivées partielles, des dérivées covariantes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, alors, et quelle heure il est? D'accord. Donc, je reviens rapidement sur la torsion. Ok, je vais la réécrire là. Donc ça, c'est deux tenseurs. Alors, de la même façon, hein, c'est pas la courbure de la variété. C'est la courbure de la connexion. D'accord? Et ça va avec tout ce qu'on a dit avant. La connexion donne une forme à la variété. Entre la sphère ronde, l'ellipsoïde et le patatoïde dont on a parlé avant, il est clair que la courbure n'est pas la même. En tant que variété différentielle, c'est la même. En tant que variété différentielle munie d'une connexion, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même forme, ce n'est pas la même courbure en chaque point, etc. La courbure dépend de la connexion. C'est une propriété de la connexion. Ok, donc on a deux tenseurs. Alors je reviens sur la torsion. Donc torsion de oméga xy, on a dit que c'était oméga de nabla xy moins nabla yx moins xy crochet de lit. Ok, quelles sont les composantes? Je me mets dans une carte et je regarde les composantes de ce torseur. De ce tenseur de torsion. Pardon, torseur, c'est encore autre chose. Et donc, c'est un truc qui a deux indices en haut. Non, pardon, un indice en haut et deux indices en bas, c'était le truc de tout à l'heure. Donc, T, c'est un tenseur de rang 1, 2. Donc, I, J ou ABC. C'est quoi T de ABC dans une carte UX? Pour avoir les composantes dans une certaine carte, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on applique à dxa, d sur dxb et d sur dxc. D'accord? C'est ça la composante ABC de ce tenseur. Il suffit de le faire. Donc ça fait égal. Donc c'est dxa appliqué. À nouveau, on continue le TD du jour là. Donc dxa appliqué à nabla dans la direction d sur dxb de d sur dxc, moins nabla dans la direction de d sur dxc appliqué à d sur dxb, moins le commutateur d sur dxb, d sur dxc. Le commutateur, c'est peut-être un abus de langage, peu importe, vous voyez, on a défini ça. Ok. Ça c'est génial.
Parce que là, vous avez donc dxa appliqué. Ça, c'est quoi ça? Bah, ça, bah, en fait, tout ça, la dxa appliqué à ça, par définition, c'est gamma A, C, B. B, la direction dans laquelle on dérive. Dans la carte X. D'accord? Ça, c'est le premier terme. Le deuxième terme, c'est dxa applique, donc c'est-à-dire la ième composante de ce vecteur-là. Et donc, c'est moins gamma, dans la carte X, A. Cette fois, c'est B qu'on dérive dans la direction C. Okay. Et ça, ben ça, magiquement, ça fait 0. Ça fait 0 parce que si vous appliquez à une fonction f, ça va faire d sur dxb de df sur dxc moins d sur dxc de df sur dxb. Donc c'est d de f sur dxb dxc moins d de f sur dxc dxb. Ça, à moins que j'ai peut-être dit 2 fois le même, enfin bref, ça commute. Donc ça fait 0. Tout ça, c'est 0. Donc finalement, c'est très simple. Les composantes du tenseur, enfin du tenseur torsion dans une carte donnée, c'est la différence des coefficients de la connexion. Et vous allez dire, mais je croyais que les coefficients, ce n'étaient pas des tenseurs. Oui, mais leur différence, c'est un tenseur. C'est ce qu'on vient de voir. Alors, on vient de le voir parce qu'on a montré formellement que c'était multilinéaire, etc. dans chaque slot. Enfin, linéaire dans chaque slot. Et donc, c'est un tenseur. Par conséquent, ces composantes sont forcément des composantes qui se transforment de façon tensorielle. Mais, oui. Comment la différence de deux objets qui ne sont pas des tenseurs donne un tenseur? Eh bien, on est d'accord qu'on l'a démontré, en fait. Mais je vais vous le montrer de façon éclatante, en vous rappelant simplement comment se transforment les coordonnées, les composantes de la connexion. Rappelez-vous, gamma y ijk, c'était gamma x ABC fois donc dy sur dxa dxb sur dyj dxc sur dyk. Ça, c'est la partie tensorielle. Moins ou plus? Je ne me rappelle plus. Peu importe. Si, plus, oui, merci. Plus dy sur dx d d2xd sur dyj dyk. Et vous voyez effectivement que si vous faites une connexion moins une autre, ça devient un tenseur puisque, si je prends une autre connexion, si je fais gamma moins gamma tilde, bah, si je passe à la carte Y, ça va faire la transformation tensorielle de gamma moins gamma tilde dans la carte X, plus ça, moins ça, et la partie non tensorielle s'élimine. Parce qu'elle ne dépend pas, justement, la partie non tensorielle, c'est pas juste que c'est pas la transformation qu'il faut, c'est qu'elle ne dépend pas de gamma. Et c'est bien ça qui fait que vous pouvez avoir des gamma nuls quelque part et qu'ils ne sont pas nuls ailleurs. Si vous aviez un tenseur, si le tenseur est nul, il est nul. Mais là, vous pouvez avoir des coefficients qui sont nuls dans une carte, mais dans une autre, ils ne seront pas nuls. Donc cette partie-là ne dépend pas de gamma, et donc si vous soustrayez une autre connexion, eh ben, c'est la même chose que vous soustrairez, et donc la partie problématique disparaît. Donc effectivement, ça répond à votre question, j'imagine. OK. Donc effectivement, ça, c'est pas un tenseur, ça non plus, mais ça moins ça, c'en est un. Et donc ça veut dire une chose. Alors d'abord, ça vous donne les coefficients enfin les composantes du tenseur.
Et ça, donc, ça se transforme par changement de carte, bah, exactement comme il faut, quoi, comme ça. C'est un objet tensoriel, donc voilà, ces composantes se transforment comme il faut, une contravariante, deux covariantes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc là, pour le coup, si la torsion est nulle, elle est nulle. Donc, elle est nulle dans toutes les cartes. Enfin, elle est nulle. C'est l'objet torsion, l'objet tenseur torsion. S'il est nul, il est nul. S'il n'est pas nul, il n'est pas nul. On ne peut pas le changer. Il est ce qu'il est. Il est défini intrinsèquement. C'est un objet. C'est une application qui prend deux champs de tenseur et un champ de... Non, c'est l'inverse. Deux champs de vecteurs et un champ de covecteurs, et qui fait une fonction. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'une connexion... Une connexion est de torsion nulle, c'est-à-dire T égale 0. Alors, c'est la torsion de la connexion. Si et seulement si, dans une carte donnée, gamma ABC égale gamma ACB. Et si c'est vrai dans une carte, c'est vrai dans toutes les cartes, parce que c'est un tenseur. S'il est nul, il est nul. Donc, ça équivaut à dire qu'il y a une symétrie ici dans les indices du bas. C'est-à-dire que la ième composante de la dérivée de d sur dx, c dans la direction d sur dxb, c'est pareil que la ième composante de la dérivée de d sur dxb dans la direction de d sur dxc. En fait, dériver un vecteur dans la direction de l'autre ou de l'autre dans la direction de l'un, c'est pareil si la connexion est sans torsion. Et en relativité générale, les connexions sont sans torsion. Alors, quand les connexions sont sans torsion, il y a une propriété intéressante qui est qu'on peut directement obtenir une connexion bien définie, une connexion unique, à partir d'une métrique. Si vous avez une métrique, il n'y a qu'une seule connexion sans torsion, telle que les lignes droites, au sens de la connexion, on ne tourne pas, soient précisément les géodésiques au sens de courbe de longueur extrémale. Donc c'est important, cette histoire d'absence de torsion. Il existe des connexions avec torsion, hein, bien sûr, il n'y a aucun problème, rien n'interdit. On a un choix absolu de ces fonctions-là. Mais si vous imposez que la connexion est sans torsion, on a cette propriété qui... Oui? Monsieur, les exemples que vous nous donniez de coefficients affines, de coefficients de connexion pour différentes variétés comme ellipsoïde pour la Ouais. Enfin, ils étaient sans torsion. On voyait bien que sur la diagonale, c'était les mêmes. Du coup, ouais. C'était sans torsion. Ouais. À quoi ça ressemblerait une variété qui aurait une torsion? Alors, je n'ai pas d'intuition sur l'absence de torsion. C'est un truc un peu bizarre. Alors, j'aimerais bien voir ça. Ouais. J'ai essayé de me faire une intuition sur ce que la torsion... Alors, le problème, c'est que toutes les variétés qu'on se représente comme un truc plongé dans R3 ou dans R plus grand, l'idée c'est qu'on hérite la connexion de la métrique induite sur la surface ou sur le volume, etc., à partir de la métrique euclidienne ambiante, etc. Et donc on hérite la connexion, oui, c'est ça, de la métrique, et du coup, elle est sans torsion. C'est ce qu'on appelle la métrique de Levi-Civita, la connexion de Levi-Civita associée à la métrique. Et donc, elle est toujours de facto sans torsion. Donc, en tout cas, moi, j'ai aucune intuition, enfin, j'ai très, très peu d'intuition. Ce qui se passe, c'est que si vous avez une torsion,
Donc, on va voir maintenant tout de suite la courbure. La courbure, elle caractérise qu'il arrive à un vecteur que vous transportez parallèlement à lui-même. Donc, vous prenez un vecteur, par exemple celui-là, et vous le transportez parallèlement le long d'une courbe fermée. Voilà, vous arrivez là, et puis il est comme ça, et puis voilà. Vous le transportez parallèlement, et puis vous continuez ici. Je sais pas, ça fait ça, puis vous le transportez parallèlement, puis il revient là, et là, vous avez un écart entre les deux, et cet écart, il est caractérisé, enfin, le tenseur de courbure caractérise comment varie un vecteur lorsque vous le transportez comme ça. Si vous avez une torsion, vous avez un terme en plus dans la modification du vecteur transporté parallèlement à lui-même le long d'une courbe fermée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un espace plat au sens où la courbure est nulle, et néanmoins, le transport parallèle dépend du chemin suivi, ou si vous voulez, n'est pas trivial sur une courbe fermée, ce qui revient à dire que ça dépend du chemin suivi, du fait de la torsion. Alors que l'espace est plat. Alors que l'espace est plat. Vous pouvez avoir la torsion dans un espace plat, et à ce moment-là, le transport parallèle dépend du chemin suivi. Mais je vous dis ça, mais ça ne me fait pas voir ce que c'est vraiment, quoi. Alors on peut agiter les bras, faire des choses. Je suis sûr que des mathématiciens qui font ça toute leur vie ont une représentation claire, mais ce n'est pas mon cas. Quelqu'un d'autre avait une question? C'est vous? Non? Oui, je pense que vous y avez répondu, mais du coup, ça signifie qu'on peut avoir des courbes, des lignes droites, donc des courbes auto-parallèlement transportées qui, du coup, se rejoignent. Ça donne seulement si on n'a pas de courbure. Non, attention. Une courbe autoparallèlement transportée, c'est son vecteur vitesse qui est parallèlement transporté. C'est-à-dire, si c'est une boucle, ça peut. Ça veut juste dire que tout ça, voilà, tout ça, c'est le même, c'est le même vecteur. C'est la dérivée du vecteur est nulle. J'ai peut-être pas compris ce que vous vouliez dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire? En fait, là, d'après la définition de la courbure, ça signifie qu'on ne peut avoir un transport parallèle d'un champ vecteur que si la courbure est nulle. Ah non, non, non. Mais s'il y a la courbure, alors forcément, si on revient... Ah oui, bah du... Oui. Et ça change. Et du coup, le transport parallèle, il ne peut pas y en avoir. Ah si, vous transportez parallèlement, parce que c'est un transport parallèle le long d'une courbe. C'est toujours ça. Donc, le long de cette courbe-là, le transport parallèle de ce vecteur-là donne celui-là, qui n'est pas le même. Mais c'est, ou si vous voulez, vous partez d'ici, vous avez ce vecteur-là, vous le propagez le long de cette courbe jusque-là, ça vous donne quelque chose. Ça vous donne celui-là, par exemple. Et si vous le propagez le long de cette courbe-là, bah, ça vous donne autre chose. Voilà. C'est un autre vecteur. Et donc, le vecteur auquel vous parvenez après avoir transporté parallèlement un certain vecteur le long d'une courbe dépend de la courbe. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans l'équation qui était écrite là. Le transport parallèle, donc pour l'obtenir, c'est des équations différentielles du premier ordre. Ça dépend de la connexion et de la courbe suivie. Voilà. Et justement, on détecte la courbure par le fait que quand on fait un transport parallèle, on ne revient pas au même endroit. Alors justement,
Donc, passons à la... Donc, voilà, on ne reparlera plus de la torsion. On sera toujours dans des connexions sans torsion. C'est aussi pour ça que la convention, lequel on met en deuxième, est-ce que c'est celui par rapport auquel on dérive ou celui qui est dérivé? Il y a les deux conventions et on s'en fiche un peu parce que tant que c'est sans torsion, c'est pareil. Mais néanmoins, c'est bien pour vraiment suivre ce qu'on fait. Et puis si jamais un jour vous voulez introduire de la torsion, alors vous savez que il y a des... Enfin, évidemment, les physiciens ont essayé de voir s'il n'y avait pas des effets de torsion dans l'espace-temps. Pourquoi la connexion de notre espace-temps pourrait-elle ne pas être... pourrait-elle avoir une torsion? Alors, des gens très bien ont essayé de faire ça. Einstein lui-même a regardé ça avec Cartan, et puis Schrödinger aussi a regardé ça, je crois. Et l'idée, ça aurait pu être d'essayer de faire sortir le spin, la propriété, comme une propriété de la torsion, de la connexion, des choses comme ça. Bon, ça ne marche pas vraiment. Il y a des choses qui ont l'air intéressantes, mais ça ne marche pas vraiment. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais tout ce que je sais, c'est que ça a été regardé et ça a été abandonné. Mais si vous vous sentez, peut-être vous allez trouver un autre cadre plus général encore, sait-on jamais. Hein. En tout cas, ne vous lancez pas naïvement dans l'idée que ça y est, vous avez découvert un truc en mettant de la tension. Il y a des gens très très bien qui ont regardé très très fort et c'est pas si simple. Mais bon. Ok, donc on oublie la torsion. Donc je reviens sur... Alors, la courbure, donc l'exemple classique, je crois que j'avais d'ailleurs déjà mentionné, c'est que vous avez, par exemple, sur un truc aussi simple que la sphère ronde, vous avez bizarre ma sphère, mais bon, vous partez du pôle, vous pointez vers le sud, vous avancez vers le sud jusqu'à l'équateur. Oui, je vais quand même la faire mieux. Vous avancez vers le sud jusqu'à l'équateur. En transportant votre vecteur parallèlement, et puis vous bifurquez sur l'équateur en le transportant parallèlement, et donc avec la connexion de la sphère ronde, précisément, si vous faites ça, et que après vous remontez au pôle, eh ben vous avez un vecteur qui a tourné 90 degrés, qui a tourné d'autant que vous avez tourné le long de l'équateur. Bon. Et donc, effectivement, le transport parallèle sur une courbe fermée, quand vous le ramenez au point de départ, c'est plus le même, le vecteur dont vous êtes parti. Et ça détecte la courbure. Alors, l'intuition géométrique, c'est que justement, j'avais fait ce dessin-là, on peut le refaire là. Vous vous déplacez le long du champ de vecteur, disons que vous avez un champ de vecteur X comme ça, et puis un champ de vecteur... un champ de vecteur X, puis un champ de vecteur Y. Alors, sur ce crochet de ligne... Alors, ok. Mettons que vous avez un champ de vecteur X, et puis vous avez un champ de vecteur Y. D'accord, défini partout. Imaginez, vous partez de quelque part, donc en ce point-là, il y a le champ de vecteur Y qui vaut quelque chose ici, c'est ce vecteur-là. Le champ de vecteur X, il vaut quelque chose, c'est celui-là, voilà. Et puis, vous pouvez vous dire, tiens, je vais suivre les lignes du champ. Pas encore parler des lignes de champ, on fera plus tard, mais intuitivement, c'est très simple. Vous partez de quelque part et vous tracez la courbe. C'est pareil, c'est une équation différentielle qui est très facile à intégrer, et donc il est très facile de voir, enfin très facile à intégrer, en tout cas à poser, donc il est facile de voir que vous mettez quelque part, et vous pouvez tracer la courbe, déterminer la courbe, telle que la vitesse à la courbe au point où vous êtes, c'est justement la valeur du champ de vecteur. Donc ça ferait un truc comme ça, voilà le champ de vecteur, enfin la courbe intégrale, donc ce qu'on appelle une ligne de champ, vous êtes habitué à ça. Et c'est très facile de montrer qu'en chaque point, il y a une ligne de champ qui passe et vous pouvez la calculer juste en intégrant l'équation du transport autoparallèle, en quelque sorte. Bon, bref. Donc vous faites ça et vous pouvez dire, OK, je vais me propager sur une longueur de paramètre petit t, ou le lambda, le long de la ligne de champ suivant x. Donc je me propage d'un paramètre lambda. Je
pars du paramètre 0, et au bout de... La courbe est bien définie, c'est la ligne de champ, et je me propage pendant lambda. Puis là, du coup, j'arrive là, et là, je vais suivre la ligne de champ d'ici, donc il va être un truc comme ça, sur un paramètre mu. Okay. Et puis, vous pouvez dire, ah mais en fait, je vais faire l'inverse, je vais plutôt d'abord suivre la ligne de champ y d'un paramètre mu, et puis, alors du coup, j'y vais, donc je me propage pendant mu, je me trouve là, et puis maintenant, d'ici, je vais bifurquer, je vais suivre les lignes de champ x sur le paramètre lambda. Donc voilà la nouvelle de ligne de champ, et je suis x, et je vais arriver quelque part. Donc j'ai lambda ici, j'ai mu là, alors c'est pas une longueur, hein, on n'a pas de longueur, mais c'est une distance de paramètre. Mu. Et alors en général, vous n'arrivez pas au même endroit. Il n'y a aucune raison que vous arriviez au même endroit en réalité. Donc en quelque sorte, faire un transport parallèle suivant x puis y, ou suivant y puis x, ça ne donne pas la même chose. Sauf, justement, et en fait, ce que vous détectez, la différence, c'est précisément ce crochet-là. Si x, y égale 0, alors oui, vous allez arriver au même endroit. On a vu un cas particulier où x, y était égal à 0, vous vous rappelez? On a vu que d sur dxi, d sur dxj, ça, c'était égal à 0 toujours. Parce qu'appliqué à une fonction f, c'est juste la dérivée seconde, la première et puis deuxième, moins la dérivée seconde, deuxième moins la première, dérivée partielle commute. Et donc ça fait 0. Donc, dans le cas particulier des champs de vecteurs qui sont en fait les champs de vecteurs coordonnés, alors ça commute. Mais c'est tout à fait naturel avec ce qu'on a dit. Parce que si vous avez un champ de vecteurs coordonnés, en fait, ça veut dire que vous avez un quadrillage, vous avez un quadrillage de votre variété. Vous avez la coordonnée x et coordonnée y. Enfin, donc vous avez y1, y2, y3. Voilà, des x1, x2, x3. Donc si vous partez d'ici et que vous vous déplacez d'un certain y dans la direction, enfin d'une certaine valeur dans la direction x, oui. Oui, enfin c'est l'inverse. Mais x varie, comme ça on a dit que le champ de vecteur x était comme ça, donc j'ai x1, x2, x3. Ici j'ai y1, y2, y3. Voilà le champ de vecteur. Ça c'est le champ de vecteur d sur dy. Ça, c'est le champ de vecteur d sur dx, d'accord? La direction quand on suit la courbe de coordonnées xi. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que si vous vous déplacez d'un paramètre delta x le long de cette courbe, puis après d'un paramètre delta y, forcément, vous allez arriver au point ici de coordonnées x plus delta x et y plus delta y. Ce sera la même chose que si vous... Donc ici, voilà. Ce sera la même chose que si vous faites d'abord delta y, puis delta x. D'accord? Donc, évidemment, dans le cas où le champ de vecteurs, c'est le champ de vecteurs associé à des coordonnées, donc le champ de vecteurs de base associé à la carte que vous considérez, à ce moment-là, dans ce cas-là, il est vrai que si vous faites l'un pendant delta x puis l'autre pendant delta y, ou l'inverse, ça va donner la même chose. Vous allez arriver au même point de coordonnées x plus delta x et y plus delta y. Et de fait, on a vu ça de façon très générale. Alors ça, cette propriété-là, il faudra le montrer en détail, mais cette propriété-là, enfin, pour que faire l'un puis l'autre ou l'autre puis l'un, ça se reboucle, on arrive au même point, il faut que ces champs de vecteurs commutent en réalité. Bon, ça fait partie des intuitions géométriques qu'il faut se forger petit à petit. Mais, alors, tout ça pour dire que, en l'occurrence, pour voir ce qui se passe quand on propage, quand on transporte parallèlement un vecteur sur une courbe fermée comme ça, ou pour comparer si on fait ça puis ça, ou ça puis ça, encore faut-il qu'on arrive au même point, sinon on ne peut pas les comparer. D'accord? Si je fais ça puis ça et ça puis ça, si je ne suis pas au même point, je ne peux pas comparer les vecteurs. Donc, je vais me mettre dans le cas où on peut, c'est par exemple, je prends des champs de vecteurs associés à une carte.
D'accord? Du coup, ça fait 0, ça. Dérivé dans la direction 0, ça fait 0 fois dérivé dans n'importe quelle direction, ça fait 0. Et du coup, ce que vous voyez, c'est que le tenseur ici de Riemann, il vous dit exactement... Vous voyez qu'il vous donne la différence entre ce qui se passe... Alors, c'est une façon de parler, mais vous propagez sûrement... transportez Z parallèlement suivant X, puis Y, ou Y suivant X, vous faites la différence, et en fait, le tenseur de Riemann vous dit quelle est la différence proportionnellement à Z. C'est-à-dire, ce tenseur de rang 1, 3, qui prend une forme linéaire et 3 vecteurs, enfin un champ de covecteurs et 3 champs de vecteurs, vous pouvez le voir aussi comme une application qui prend 3 vecteurs et qui fait un autre vecteur. On a vu ça, un tenseur de rang 1, 1, c'est une application linéaire aussi, on peut le voir comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, si vous faites R de points Z, X, Y, vous pouvez voir ça comme... En fait, vous pouvez faire un truc comme ça. Alors, il faudrait l'appeler autrement, S, de X, Y, qui prend Z et qui fait un vecteur. Si vous voulez, je vais dire autrement. Vous donnez X et Y, et ça, vous donnez X et Y, champ de vecteur, X, Y, vous donnez un Z, et ce Z vous donne un autre vecteur. Puisque ça, c'est un truc qui prend un covecteur et qui fait un nombre. Mais un truc qui prend un covecteur et qui fait un nombre, c'est le dual du dual, c'est un vecteur. Un vecteur prend un covecteur pour faire un nombre. Quel nombre? Le nombre que ferait le covecteur appliqué au vecteur. On a vu à chaque fois cette fameuse dualité. Donc, vous voyez que... Enfin, c'est toujours un peu avec les mains. Hein. Proprement, il n'y a rien d'autre à en dire. Voilà la définition. Et c'est un tenseur, ça caractérise transport parallèle. Mais si vous cherchez une intuition géométrique, si vous transportez un vecteur Z parallèlement sur une courbe fermée où vous déplacez de delta S suivant X, de delta T suivant Y, si vous voulez, vous revenez de moins delta S par là et puis de moins delta T par là. Si les champs commutent, vous allez bien vous retrouver au même point. Et si vous êtes au même point, vous pouvez comparer les deux. Eh bien, la différence entre les deux, si vous voulez le Z final moins Z initial, composante A, voilà, ça va être le tenseur de Riemann A, une composante en haut, B, C, D, X, C, Y, D, attendez, il m'en manque un. Qu'est-ce qui me manque là? Attendez voir. C'est pas proportionnel à Z? Si, ah mais oui, voilà, bien sûr, merci. Exactement, c'est l'application qui change Z en... Enfin, qui donne la différence. Effectivement, alors en fait, plus exactement, ça va être ça. Voilà, ça va être ça. Voilà, merci. Le final se déduit de l'initial par ce... non, si, c'est la différence. Oui, puisque si la courbure est nulle, il n'y a pas de différence. Donc, c'est ça. Donc,
on va dire delta Z, voilà, comme ça. Et là, et donc effectivement, X, C, Y, D, donc ça dépend dans quel, le long de quel champ on se propage. Et donc là, oui, c'est ça, ça fonctionne, fois delta S, delta T, plus un truc d'ordre supérieur, quoi, du delta S carré delta T, enfin plus un truc en ordre supérieur, en delta S, delta T. C'est-à-dire, c'est à la limite infinitésimale, évidemment, c'est local la courbure. Hein, donc, et c'est pareil, enfin, voilà, si vous faites un déplacement, enfin, l'idée, c'est vraiment, la dérivée de Z dans la direction Y, puis dans la direction X, c'est-à-dire, vous faites la dérivée de Z dans la direction Y, c'est un certain vecteur, enfin, c'est un certain champ de vecteurs. La dérivée de ce champ de vecteurs-là dans la direction X, ça va donner un certain truc, et vous pouvez faire l'inverse. D'abord, voir comment ça évolue vers la direction Y, puis comment évolue cette évolution dans la direction X. Vous faites la différence des deux, et c'est ça la courbure, en fait. D'accord ? Bon. Encore une fois, d'un point de vue algébrique, c'est ça, et puis voilà. Mais il y a une interprétation géométrique de combien le vecteur a bougé est proportionnel à la surface, en quelque sorte, que vous avez balayée. Hein, c'est-à-dire, si vous faites un tout petit... même sur la surface de la Terre, là, ça a bougé beaucoup. Si vous faites un petit truc infinitésimal, ça ne fera pas bouger beaucoup, d'accord ? Mais donc, c'est proportionnel, en quelque sorte, à la surface, si on avait une métrique qui permettait de définir une surface. En tout cas, à la surface en termes de paramètres, ici. Il y a un terme proportionnel à delta S, delta T, et ce terme-là, c'est la courbure. Donc, ça caractérise entièrement le défaut de transport parallèle sur une courbe fermée. C'est ça la courbure. Quand il n'y a pas de torsion, quand il y a de la torsion, il y a... En fait, si on fait proprement le travail, on va trouver sur une courbe fermée comme ça, on va trouver un terme qui est proportionnel, un terme qui est linéaire en Z. Ce terme-là, c'est la courbure, et il y a un terme en plus qui est donné par la torsion. C'est pas très facile à... En tout cas, moi, je ne sais pas trop voir ça. En tout cas, voilà. Donc, la courbure caractérise voilà, ce défaut de commutation, en quelque sorte, des dérivées secondes. Donc ça, c'est d'un point de vue algébrique, quoi. D'un point de vue géométrique, ça caractérise le défaut de transport parallèle, enfin, en quoi diffère le résultat de transport parallèle suivant que vous suivez l'un puis l'autre ou l'autre puis l'un. Bon, pas tellement plus à en dire. Alors, il reste peu de temps. Il reste peu de temps et... Ben, on va écrire... Ah oui, ben voilà, on va faire ça, et ce sera très bien. On va écrire, de la même façon qu'on a fait pour le tenseur de courbure, on a regardé ses composantes dans une carte, et on a vu que c'était gamma ABC moins gamma ACB, d'accord Monsieur, oui. vous dites plus ordre supérieur, c'est ordre supérieur en delta S, delta T? Oui, oui. Alors, composante du tenseur de Riemann, tenseur de courbure de Riemann. Donc, R, A, B, C, D. C'est quoi? Bah, par définition, c'est R de dxa, d sur dxb, d sur dxc,
d sur dxd. Okay, après, le reste s'en déduit par multilinéarité. Et donc, bah, appliquons la définition. Ça fait... Alors, on a dit donc que c'était dxa appliqué à... Alors, d dans la direction d sur dx, c'est de d sur dxd. Non, pardon, excusez, pas du tout. Je recommence. D sur dx, c'est de d sur dxd du vecteur, donc du z, donc de d sur dxb, moins d sur dx d nabla d sur dxc d sur dxb, moins d sur dxb, d sur dxc, non, pardon, c'est d sur dxb. D'accord? J'applique la définition du tenseur sur ces vecteurs, sur ce covecteur et ces vecteurs particuliers. Eh bien, il n'y a qu'à faire. Alors, bon, ça fait 0. Sympa. Okay. C'est réglé. Et ici, on a la dérivée covariante d'un produit, enfin, d'une dérivée covariante. Or, ça, c'est, par définition des facteurs gamma, celui-là, c'est gamma B dans la direction D, et on va mettre un I, D sur DXI, d'accord? Par définition des coefficients de la connexion. De la même façon, ça, c'est gamma, alors à chaque fois c'est le gamma dans la carte X, je ne le reprécise pas, donc c'est gamma B dans la direction C et développé sur la base, je mets des J ici, ok, ça c'est 0, et là maintenant on a la dérivée covariante d'un produit, donc Leibniz, ok? Donc tout ça, ça fait dxa, bien sûr, hein, dxa du tout, fois, alors, la dérivée de gamma, là, alors, donc la dérivée de gamma fois d sur dxi, plus gamma fois la dérivée de truc. Alors, la dérivée de gamma, gamma, c'est juste une fonction. Donc, c'est d sur dxc appliqué au gamma en question. Donc, ça, c'est d sur dxc gamma i b d sur dxi. Enfin, c'est cette dérivée-là, voilà, sur dxi, ok. Plus, deuxième terme de Leibniz, plus gamma IBD de nabla dans la direction C du vecteur I. Et donc ça, c'est un nouveau gamma, ça. C'est un gamma, alors du vecteur I dans la direction C, et on va dire K, D sur dxk. Ok, j'ai réglé les deux premiers, enfin le premier qui est devenu 2 par Leibniz, et il me reste ces deux-là, c'est exactement pareil, alors avec un signe moins, je dérive, ah pardon, c'est lui appliqué à ça, donc d'abord je dérive le coefficient de la connexion, donc ça c'est juste une fonction, donc c'est juste la dérivée partielle. Gamma JBC sur D rond X D fois D sur DX B. Pardon, J, excusez-moi. J. Voilà, je dérive celui-là, je ne touche pas celui-là. Maintenant, plus, donc avec le moins, je ne touche pas à celui-là et je dérive celui-là. Donc, moins gamma J, B, C. La dérivée de J dans la direction D, ça fait un nouveau gamma
de J dans la direction D, et je le développe sur une base quelconque, par exemple K ici, allez, pour garder le même, D sur DXK. Et ben voilà. Et donc, le coefficient de Riemann, du tenseur de Riemann, le coefficient du tenseur de Riemann, c'est donc dxa appliqué à ça, le coefficient A, enfin la composante A contravariante. Donc dx, ça c'est juste un nombre, tout ça c'est des nombres, tout ça c'est des nombres, il y a juste c'est dxa appliqué aux différents vecteurs ici. Mais c'est la base duale, donc dxa appliqué à ça, ça transforme le i en A. Là, le K, il n'y a que le A qui n'est pas nul, etc. Donc, finalement, on obtient R, A, B, C, D égale des ronds sur des ronds XC de gamma, donc je remplace le I par un A, parce qu'il y a un delta IA qui sort ici, gamma A, B, D, plus, non, je vais mettre cela d'abord, moins des ronds sur des ronds, c'est celui-là que je veux, XD de gamma, alors le J est un A maintenant, de gamma ABC, c'est un moins ici. Sur des ronds X, combien j'ai dit? XD. D'accord? Donc j'ai des ronds gamma machin moins des ronds gamma, et j'ai des termes en plus qui ne sont pas des dérivés, mais qui sont des produits. Donc plus gamma merde, c'est quoi ce I? Ah non, c'est bon, c'est bon. Gamma I B D gamma, alors le K est un A maintenant parce qu'il y a un delta KA qui sort de l'application de ça à D sur des XK, IC moins c'est plus lisible si on fait tout sur la même ligne, mais bon voilà, moins gamma J BC gamma AJD. On vérifie, il y a bien un A en haut pour tout le monde, un B, un C et un D en bas pour tout le monde, BCD, 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 les I s'en vont, BCD, les J s'en vont. Voilà. Donc voilà le tenseur de Riemann, et vous voyez qu'il se déduit uniquement de la connexion. C'est la courbure de la connexion qui dépend donc des coefficients de la connexion. Alors à chaque fois, il faudrait mettre ici dans la carte X. Si vous changez de carte, chacun de ces facteurs gamma ne se transforme, les gammas ne se transforment pas comme un tenseur, mais cette combinaison particulière avec des dérivés, des produits, etc., ça se transforme comme il faut parce que le tenseur de Riemann est un tenseur, tout simplement. Donc, ces composantes se transforment comme il faut. OK? Et eh ben, c'est pas si mal. J'espérais introduire la métrique. Juste pour un petit quiz, un petit challenge. La sphère ronde, d'accord? Non, pas calculer, juste l'intuition. On propage, donc je prends ce vecteur-là, j'y vais sans changer de direction. Je le transporte parallèlement le long du méridien. J'arrive là, on est d'accord. Là, je transporte dans l'équateur, je pointe vers le sud, il pointe toujours vers le sud, on est d'accord. Maintenant, supposons que je m'arrête en cours de route. Je m'arrête à Paris, là.
Et là, je me déplace sur le parallèle de Paris. C'est quoi le transport parallèle de ce vecteur-là? Ici. Est-ce que c'est le vecteur qui pointe toujours vers le sud, comme ça? Ou comment il se déplace? C'est quoi le transport parallèle de ce vecteur là-dessus? Eh bien, voilà ce qu'il fait, ce vecteur. Ça, c'est le vecteur transporté parallèlement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous suivez cette ligne-là, elle a l'air droite sur les cartes. Elle n'est pas du tout droite, cette ligne. D'accord? La ligne droite qui part d'ici, c'est le diamètre. Elle ferait ça. La ligne droite qui passe là. Ce serait enfin, un grand cercle, un cercle diamétral. Donc en réalité, cette courbe-là, elle ne va pas du tout tout droit. Cette courbe-là, elle n'arrête pas de tourner à gauche. Quand si vous déplacez comme ça. Vous êtes en fait ici sur une ligne courbe, sur un cercle qui part à gauche. Donc si vous pointez par là, donc au début ça pointe orthogonalement à votre direction. Mais vous êtes en train de tourner à gauche en fait. Donc pour garder le truc parallèle, il ne faut pas que je le tourne avec moi. Il faut que je le tourne, faut que je l'éloigne de ma direction pour le garder parallèle. Si je tourne à gauche, vous voyez, je suis obligé d'écarter mon bras. Ou si je pars de là et que je tourne à gauche, il s'écarte. Et bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Comme en fait, ici, vous êtes en train de tourner à gauche, le vecteur parallèlement transporté, il tourne comme ça. Oui? Parce que là, en fait, à cet endroit-là, le transport parallèle vous dit que c'est ça. Pourquoi il ne tourne pas? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, d'abord, par symétrie, ici, là, vous seriez en train de tourner à droite, donc il faudrait le tourner dans l'autre sens. Et là, non. En fait, ce qui se passe, c'est que ici vous êtes, en approximation, ici, vous êtes exactement comme un cylindre, en fait. Vous êtes la limite du cylindre. C'est-à-dire qu'ici, c'est plat. Enfin, c'est plat au sens... Enfin, dans ces coordonnées-là, les gammas sont 0, en fait. Et d'ailleurs, je vous ai donné les gammas. Les gammas, c'était, il y avait 0, 0, 0, moins cos θ, sin θ. Ça, c'était les premiers. Et l'autre, c'était 0, cos θ sur sin θ, pareil ici, et 0. Quand θ vaut pi sur 2, les coefficients de la connexion sont nuls. Ici, vous êtes essentiellement cylindrique. Donc, ça marche. Donc, du coup... transporté parallèlement, si les coefficients de la connexion sont nuls, ça revient à garder les composantes constantes. Mais s'ils ne sont pas nuls, non, etc. Bref, amusez-vous avec ça. C'est de la belle géométrie. Et la semaine prochaine, on fait la métrique.